Beliadeg Breizizel. Emarichelaou Radio Breizizel, Beliadeg et Breizizel. Daniel Jekel, La mémoire vive d'une langue, un podcast réalisé par Tudy Kreker. Bonsoir, Jules Gouchal. Grâce à ces enregistrements, on peut passer en revue quasiment tout le XXe siècle avec des enregistrements bretons et des gens parlant de ce qu'ils ont vécu. À partir de 1982, dans la pointe bretonne, les soirées du dimanche sont rythmées par Beliadeg Breizizel, veillée radiophonique emblématique en breton de Radio Bretagne Ouest, la nouvelle station décentralisée de Radio France. Pendant 12 ans, Daniel Jekel, son animateur, y fait entendre ses reportages réalisés auprès des anciens. Toutes les semaines, il collègue leurs récits, leurs souvenirs et leurs chansons. Ces enregistrements ont pour beaucoup été sauvés et conservés par l'association DASTUM, le Centre de recherche bretonne et celtique de l'Université de Brest et l'Institut national de l'audiovisuel. Se pencher sur ces archives magnétiques, c'est tendre une oreille vers une société rurale bretonnante alors en plein bouleversement. Même les bigorneaux écoutent RBO. Quatrième épisode. À l'écoute d'une langue et d'une histoire populaire. Chaque dimanche, dans Beliadeg Breizizel, la voix des anciens résonne dans le poste radio. Mais parmi les jeunes des années 80-90, on compte aussi de nombreux fidèles. Certains enregistrent même les émissions pour les réécouter dans la semaine, pour apprendre et perfectionner leur maîtrise de la langue. Il y a un petit trafic de cassettes qui se met en place. L'an dernier, il y avait un gars qui me dit je te remercie des bonnes émissions que tu nous as données. Ça m'a beaucoup servi pendant que je faisais mes études. Et ses parents étaient quelque part dans le coin ici. Et ils enregistraient l'émission. Et il expédiait quand il était étudiant. Et donc, il a appris le... Enfin, il n'y a pas que ça qu'il a appris le breton. Mais enfin, il s'est beaucoup amélioré avec... c'est lui qui le disait. Hein, moi, je n'invente rien. Ouais, c'est ça. C'était une bonne participation. Pour les apprenants d'aujourd'hui, ces émissions ont évidemment tout autant, si ce n'est plus de valeur. La chaîne de transmission familiale de la langue s'est distendue ou rompue et l'apprentissage passe pour beaucoup par l'école et les cours pour adultes. Daniel Jekel a bien en tête cette dimension pédagogique. Tu sais, s'ils apprennent le breton à l'école ou dans les cours, peu importe, mais après, ils peuvent se consacrer sur un cornbreau, et donc là, c'est du pain béni pour eux, quoi. S'ils ont envie de travailler, il y en a qui ne veulent pas, c'est leur problème. Mais là, ils ont la prononciation, ils ont les mots, les phrases faites. Hein. Moi, je fais des fautes, mais mes invités ne faisaient pas. Hein. Et quand j'avais été voir une dame à Pinmar, elle avait 100, je ne sais plus combien, mais elle avait un breton impeccable. Elle n'aimait pas parler breton, tu vois. Elle n'aimait pas parler breton. Elle parle breton pour ne pas se distinguer parmi les autres. Mais elle n'aimait pas. Mais elle avait gardé intact le breton qu'elle avait appris en 1889 ou 99. Et ça, c'est superbe. Tu as des mots qui n'étaient plus employés, des tournures de phrases que tu ne trouvais plus, parce qu'on a beau dire, mais l'enseignement du français a changé beaucoup de choses. Je ne fais pas de politique, ça, mais il faut admettre ce qu'il en est. J'entendais souvent les gens qui disaient « Ah oui, mais Andras, de divar argalek ». Donc ça a modifié quelque peu, mais tandis que là, c'était du pur jus. Ces enregistrements sont aujourd'hui accessibles notamment grâce à l'intervention de l'association DASTUM. À Tréméven, près de l'église du bourg, c'est dans un bureau encombré d'appareils, Revox, lecteurs de mini-cassettes et autres, que travaille Malika Rose, documentaliste à l'association DASTUM. Il se souvient parfaitement des émissions dominicales de Daniel Jekel. C'est mon premier rapport avec le breton dans l'audiovisuel. Oui, c'était tout le temps... Puisque à l'époque, on mangeait toujours à la même heure, à 19h, avec les infos. Après, à 19h16, 10h17,
on basculait en breton, direct. Donc le générique, Gavotte Bigouden. Et après, il y avait des jeux, et puis soit un invité donc en direct, soit donc les enregistrements que Daniel était allé chercher à droite et à gauche. En arbre, quoi. Radio France Bretagne Ouest, fréquence générale 93. Et voilà, c'est l'heure où on retrouve le gars qui parle drôle dans le poste là le dimanche soir. Et ce soir, ça sera peut-être un peu plus drôle que d'habitude, que je suis pas trop dans ma farine, hein. Mais vous allez voir, on va bien s'en tirer quand même. Au début des années 2000, bien conscient de la valeur patrimoniale de ses émissions, Malik Harouz se range chez l'ancien animateur. Pour lui, il est urgent d'agir pour empêcher la dégradation de ces précieux enregistrements sur bande magnétique conservés dans le garage de la maison de Daniel Jekyll. Je lui demande alors quelle est, selon lui, la richesse de ces anciennes émissions. C'est vraiment d'avoir fixé ce monde qui a disparu. Ce monde a vraiment disparu. Enfin, je veux dire, forcément, en 80, moi j'avais 10 ans, le breton était omniprésent. Le breton n'est plus omniprésent. En 80, les gens de 50 ans, ils étaient nés en 30, quoi. Donc, c'est pas compliqué. Tous ces gens-là, leurs parents parlaient breton à la maison. La bascule, on la connaît. Et pour le centre-Bretagne, la bascule, c'est les années 50, quoi. Il enregistre cette langue, mais ça va plus loin que ça. Il enregistre et il fixe par le son un monde aussi qui est en mutation socio-économique. On a une transition en Bretagne un peu décalée. Le secteur primaire fait sa révolution après-guerre. C'est donc un monde, le monde de la terre, des artisans, des pêcheurs évidemment, et puis toutes les traditions, liées aux fêtes religieuses ou païennes, christianisées évidemment. Toutes ces traditions sont fixées sur ces bandes. Parmi les émissions remarquables que compte le fonds Jekyll, Malik Harouz retient notamment une interview réalisée le 28 décembre 1988 auprès de Madame Pavec, habitante de Corlay, une commune du centre-Bretagne à mi-chemin entre Saint-Brieuc, Pontivy et Carré. Piet Kwader heb je chikoeren, dat is een verbeet. Piet Kwader? Ja. Oh, tromenda decaperien. Torstegan, pe gontain hema, mais man tam partout. De je t'en déblé, c'est une accoucheuse de Corlay. Ça me touche parce que ma famille du côté maternel est de Corlay. Mais donc cette Madame Germaine Pavec de Corlay, c'est aussi un breton pour le coup qui n'existe plus à mon avis, à ma connaissance. Il n'y a plus de bretonnant sur la frontière linguistique au Corlay. Et le sujet en lui-même, c'est passionnant, c'est une accoucheuse. C'est une thématique qui est, même dans les émissions françaises, c'est une thématique j'allais dire presque tabou. Diffuser une émission sur la façon dont on aidait les femmes à accoucher, etc., comment ça se passait, c'est passionnant. Oui, il fait partie, en fait, Daniel s'imbrique dans le panthéon des ethnologues, collecteurs depuis le 18e, qui s'enracinent dans une culture centenaire, voire millénaire, quoi. C'est la captation, une belle captation de l'âme basse bretonne, ouais. C'est un travail, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, ouais. Il y avait une sympathie... ou un respect communicatif envers ces gens-là. Ces gens-là ont bien senti que Daniel était vraiment humble par rapport vis-à-vis d'eux, quoi. Et je vais me répéter, mais c'est vrai que comme Daniel avait la maîtrise de la langue et que lui-même était originaire de ce monde-là, je pense que lui, il a capté la sincérité de cette âme, ouais. Ah ja.
Daniel Jekyll n'est effectivement pas quelqu'un qui a grandi dans une famille aisée. Il quitte l'école à 13 ans et commence à travailler aussitôt après. En 1982, quand il obtient ses premiers cachets pour animer une émission radio le dimanche soir, il embauche la semaine comme ouvrier charcutier. Ah ben j'étais ouvrier à la salaison. Pour alors, le programme était allégé déjà. Quand je suis venu en 69, on faisait 57h30 dans les semaines normales. Et après, en 83, je suis allé au CAT à Concarneau. Mais là, c'était pas le même métier, mais c'était pas le même esprit non plus. Oh, j'ai été 6 ans. Je suis resté. Après, je suis inscrit à la sécurité sociale. Mais c'était aussi le temps le plus heureux que j'ai eu dans ma vie, il faut dire. Un petit garçon est arrivé. Ben, tout le monde était en bon état. On était dans notre baraque. Oh, on roulait pas sur l'or, hein. Mais enfin bon, on n'a jamais fait, alors ça ne me changeait pas beaucoup. Et je découvrais tout ce brave monde-là, un riche savoir. C'était le temps le plus heureux que j'ai eu. Il faut bien le dire. La semaine à l'usine, le week-end à la radio, le rythme est soutenu et les problèmes de santé s'accumulent et éloignent Daniel du studio. L'écho de cette joie éprouvée pendant une douzaine d'années s'entend cependant encore aujourd'hui sur ces bandes magnétiques. Les sujets abordés ne sont pourtant pas tous des plus gais et légers. C'est le cas des interviews consacrées aux guerres notamment, comme par exemple avec Guillaume Provost, ancien poilu, enregistré à Castres, au sud de Châteaulin, le 14 novembre 1986. Men nå er Pøsgoen var det klar, der Brisel. Sådan var det, så det gik. Du bare så chapelle og tout. Jeg fik en specialitet i Napoyen. Mitrailleur var en sådan. Mitrailleur, pipi var specialitet. Bremme var en sådan der. Penogen spedar du der boral par pemplavas, par blanc, parfois. Oui. Puis que ces deux frères ont été tués à la guerre. Un le 23, l'autre le 24. La même semaine. Ça c'était quelque chose. Oh, des fois c'était dur à écouter. Hein. Il y avait des scènes qui étaient pitoyables. Oui, ça ils l'ont vécu. J'ai eu plusieurs fois la déclaration de la guerre 14 et l'armistice. Pour toi, c'était important de collecter ces témoignages ? Oui, je trouve que ça a une importance. C'est une autre richesse que ce qu'on trouve dans les livres. Je n'ai rien contre les bouquins, évidemment, mais je trouve que c'était mieux d'entendre le pauvre gars qui avait quitté sa ferme là, sans faire la moisson, ou bien le charpentier qui est obligé d'aller à la guerre alors qu'il avait commencé un bateau. Le bateau n'a jamais été fini. C'est des trucs qui étaient horribles. Jacques Bourdon de Kervang-Plozévet. C'est vrai, il avait été à la guerre 14 aussi. Et celui-là, il refusait les armes. Et il était à la bataille de Verdun. Et ce qui est en tête de la compagnie dit « En avant ! Baïonnette au canon !» Baïonnette au canon. Oh, il dit, mais inquiète, baïonnette au canon. Et il était dans un trou d'obus. Et il était resté là, abrité. Et il y a un obus qui était tombé à côté. Et il a regardé, merde, il n'y avait plus de bras d'un côté. Et il avait été amené à l'hôpital avec des Allemands. Et heureusement que ça lui était arrivé, puisque autrement on aurait été passé par des armes. Hein. Il a refusé d'avancer. C'était assez cruel. Hein. C'était cruel. Et tu vois, il y avait celui-là, il n'aimait pas les armes. Et en revenant de chez lui, j'avais passé à Gourlisson, chez un autre qui avait fait la guerre aussi. Et quand je suis arrivé, il avait tout ce papier, tous les honneurs militaires sur la table. J'étais chez lui. Hein. Et je lui ai dit, mais... Tu trouvais pas ça malheureux d'être obligé de tout quitter comme ça pour aller à la guerre ? Ah, certainement, non. Quoi, qui serait allé défendre le pays autrement ? Bon, c'est bien, qu'est-ce que tu veux, il a ses opinions. Hein.
Au-delà de l'intérêt linguistique, les émissions de Daniel Jekyll constituent donc chacune le carreau d'une mosaïque de souvenirs, d'une histoire populaire de la Basse-Bretagne. Tous ces témoignages constituent du matériel pédagogique de première main pour des enseignants d'aujourd'hui, et particulièrement pour ceux des filières bilingues breton-français. Hervé Potser, je travaille pour TES depuis quelques années, donc Thiem Scolio. Donc on publie en breton tout le matériel pédagogique pour les classes bilingues, donc des 3 filières. Et l'intérêt des enregistrements de Béliard et Gebrselassie est indéniable selon Hervé Potser. Tous les enregistrements, évidemment ceux de Daniel Jekyll, mais tous ceux qui ont pu commencer les enregistrements très rapidement, dans les années 70 par exemple, évidemment, ils avaient accès à toute une génération de personnes qui ne sont plus aujourd'hui. Donc ils ont pu enregistrer. Donc c'est vrai que grâce à ces enregistrements, on peut passer en revue quasiment tout le XXe siècle avec des enregistrements bretons et des gens parlant de ce qu'ils ont vécu. Que ça soit la guerre de 14, que ça soit la vie à la campagne, la vie dans les navires, dans les bateaux, dans les usines, etc., etc. Donc grâce à eux, et grâce au fait que cette matière a été protégée et gardée, ça permet de pouvoir y avoir accès et de pouvoir mettre à disposition. Le problème, c'est de chercher, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enregistrements, mais on n'a pas toujours accès à ces enregistrements d'une façon facile, ou alors on a un enregistrement qui dure 1 heure ou 1 heure et demie. Le problème, c'est qu'il faut le temps d'écouter tout pour pouvoir se dire, tiens, il y a tel ou tel morceau qui m'intéresse, quoi. Et donc, le référencement, que ce soit pour des émissions anciennes ou des émissions récentes, là, c'est drôlement important, et ça reste plus ou moins à faire. Dans certains cas, ça a été fait très sérieusement et on en retrouve très facilement. Et dans d'autres cas, c'est plus compliqué. Et il y a beaucoup d'émissions qui sont, toutes les émissions en langue bretonne, par exemple, radio ou télé. On n'a pas le temps d'écouter tout parce qu'il y a de la matière, c'est quand même très intéressant. Mais donc la question, c'est de savoir comment on fait pour pouvoir référencer, pour retrouver ce dont on a besoin de façon précise. Concluons peut-être par ce que souligne Hervé Potser sur la fabrique et l'usage des archives. Chaque génération emporte avec elle le monde qu'il a vu naître et qu'elle a participé à façonner. Daniel Jekyll s'est efforcé, à son échelle, de collecter la mémoire de ces générations de Bretons et Bretonnes du début du siècle dernier. L'animateur avait sa curiosité, sa sensibilité, son talent, mais il a pu aussi bénéficier d'un dispositif radiophonique inédit, Radio Bretagne Ouest. Il a pu, grâce à son micro, sauvegarder quelques lambeaux de vie et a eu le souci de conserver ses bandes magnétiques. D'Astume, le centre de recherche bretonne et celtique, et l'INA ont pris le relais pour en assurer la préservation. Ce podcast s'inscrit dans la longue chaîne de patrimonialisation de cette parole populaire, mais le chemin n'est pas terminé, il faudra encore bien des années pour documenter plus précisément, transcrire et valoriser ces vies magnétiques. Daniel Jekyll est en tout cas heureux de voir l'intérêt porté aujourd'hui à son travail. Tant mieux, c'est donc que j'ai pas perdu mon temps et que les gens qui ont consacré des heures suspendues à mon magnéto, ils sont aussi récompensés. Ce sont des gens qui ne seront jamais oubliés maintenant. Ça, ils sont inscrits dans le futur, hein, dans Namzardazone. Ouais, c'est beau, ça. A drugarika don tout, a rien skimere de pers barzanabaden, a gevel just un dut a zo chomme de dagilawa hanom betig brama. Daniel Jekyll, La mémoire vive d'une langue, un podcast proposé par Bretagne Culture Diversité. Réalisation, Tudy Kreker. Mixage et création sonore, Bastien Lambert. Coordination éditoriale, Anna Kéré. Merci à Daniel Jekyll, Philippe Lagadec du CRBC, Christelle Molina et Jean-Paul Dibouez de l'INA Loire-Bretagne. Un podcast soutenu par la DRAC Bretagne et l'Université de Bretagne occidentale.